Hello à tous, dans cette vidéo on va parler des 3 compétences essentielles pour que votre entreprise excelle dans la durée. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, une agence de génération de prospects sur le web. En 2023, on a réalisé 7 millions de chiffres d'affaires et dans cette vidéo, je vais vous partager une vision un petit peu plus top of funnel en tant qu'entrepreneur de quelque chose d'essentiel que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. Alors c'est des concepts qui ont déjà été évidemment énoncés par des personnes qui ont déjà réfléchi sur comment faire grandir une boîte et quelles sont les compétences nécessaires et essentielles pour permettre à une boîte de survivre sur le long terme. Et là, je vais vous partager globalement un peu ma vision sur un sujet qui, je pense, m'a beaucoup apporté ces derniers mois, qui est centré sur les compétences essentielles pour que votre boîte réussisse sur le long terme et surtout n'explose pas en vol. Ou en tout cas qu'à la grille de ces 3 compétences, à la lumière de ces 3 compétences, vous soyez capable d'arbitrer celles qui vous manquent pour continuer de prospérer, de faire décoller votre boîte, ou au contraire, les compétences qui sont trop importantes ou en trop grand nombre dans vos équipes et limiter le recrutement de profils futurs qui auraient également ces compétences déjà trop abondantes dans votre boîte. Alors, comment j'en suis arrivé à cette réflexion-là ? Un petit peu d'histoire avant de vous les présenter. Si vous le savez, que vous me suivez depuis un moment, à la base, chez Lead Studio, on était 2, Lucie et moi. Et Lucie a quitté l'aventure pour raisons personnelles en début d'année 2023. Ce qui fait que je me suis retrouvé seul à la barque. En 2023, on a fait néanmoins la meilleure année de l'histoire pour Lead Studio, parce qu'on est monté jusqu'à 7 millions de CA. Mais ce fut une année intense, et si je devais refaire la même chose en 2024, année à laquelle je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, peut-être en 2040, si mon contenu est encore là dans 20 ans. Bref, je me suis rapidement rendu compte que ce qui m'avait amené globalement à 7 millions ne m'emmènera pas à 50 millions, parce que notamment au niveau de ce triptyque de compétences, il en manquait une qui était essentielle et qui, par rapport à la phase de maturité de ma boîte, faisait défaut et ne me permettrait pas d'avancer. Donc, à la lumière de cette analyse, j'ai essayé de faire le point sur ces 3 compétences. Les voici. La première, ça va être évidemment dans vos équipes. Il vous faut un visionnaire. Ça, c'est la base. C'est absolument essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire compétence visionnaire ? Ça va être quelqu'un ou en tout cas des compétences qui vont vous permettre d'innover et d'aller chercher, dans le jargon un peu entrepreneurial, des océans bleus, à savoir des océans dans lesquels vous êtes en situation de monopole, ou en tout cas vous avez une grille de lecture différente. Et ça, ce sont des compétences qui demandent beaucoup de créativité, un vrai founder market fit, donc quelqu'un qui connaît par cœur son marché, qui est passionné par ce marché et qui va être capable de voir le marché tel que les autres ne le voient pas et d'en saisir toutes les opportunités. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une très bonne vision business, qui va avoir une vision à long terme pour sa boîte, comprendre et être capable d'avoir une grille de lecture sur l'évolution et les perspectives futures de son marché. Et surtout, je pense que c'est quelqu'un qui, en tout cas ce sont des compétences qui sont essentielles pour créer du chaos, bouleverser le statu quo, et ce sont aussi des compétences qui fonctionnent très bien dans le chaos. Donc dans des environnements où globalement il n'y a pas forcément encore de product market fit, que tout est à construire. C'est un peu la métaphore que j'aime bien donner, qui est que les top compétences visionnaires, ça va être quelqu'un qui va être capable de construire un Lego qui tient la route sans le plan. C'est lui qui va faire le plan du Lego tout en construisant le dit Lego. Des grands visionnaires de ce monde, pour que vous essayiez de mettre quelques visages à ces compétences, clairement, je pense que le premier qui vous vient en tête, en tout cas je l'espère, c'est notre cher Steve Jobs, qui à travers Apple, avait une vision absolument exceptionnelle sur la manière dont on allait pouvoir utiliser les ordinateurs, la manière dont on allait communiquer, toutes ces histoires de smartphones, etc. Et aussi sur la vision sur laquelle l'être humain en tant que tel fonctionne et dans quel environnement en fait il excelle, notamment avec des designs épurés, intuitifs, tels que l'iPhone. Ça, c'est les compétences de visionnaire, et globalement, il n'y a pas de boîte qui entre guillemets a vraiment excellé, je pense, sur un marché si à la base il n'y avait pas ces compétences de visionnaire. Deuxième compétence qui est essentielle, c'est la compétence sales. La compétence sales, elle est essentielle puisque vous avez beau avoir la meilleure vision du monde, si vous ne savez pas la vendre et ne pas la matérialiser d'un point de vue business, donner envie
à des personnes de rejoindre votre projet et à des clients d'acheter votre projet, vous n'irez pas très loin. Ça, c'est des compétences du coup qu'on va retrouver, enfin, c'est des écueils qu'on va retrouver notamment dans des boîtes sur lesquelles il y a 2 devs qui ont certes des visions et qui sont très très bons pour aller créer du chaos, justement, build ce fameux Lego sans plan, mais qui vont toujours être incapables de speak to the world et de présenter cette vision à des personnes autres qu'elles-mêmes. Généralement, ce qui est intéressant, c'est que quand le visionnaire a vraiment un founder market fit et qu'il est convaincu de son produit, le sales va se faire naturellement, parce qu'en fait, il va être tellement convaincu que la solution qu'il propose à son marché est la meilleure que sa conviction et sa passion pour le projet va se témoigner en sales et il va être généralement un très bon sales. Donc la partie visionnaire sales est souvent de pair, et vous avez parfois beau être un très très bon visionnaire, avoir des très bonnes compétences de visionnaire, le fait que vous soyez tellement passionné par votre projet va automatiquement créer la partie sales. En ce qui me concerne, c'est clairement ça. Je pense que j'ai cette passion pour la partie génération de prospects sur le web, cette passion pour aller résoudre entre guillemets des problèmes sur des catégories lead gen, que ce soit sur Google ou Facebook, comment générer du prospect de manière intelligente, avec une marge intéressante, et à évidemment partager le projet de la lead gen, l'ambition qu'on a pour Lead Studio, à nos clients, nos partenaires, à mes équipes en interne aussi, donner envie à des personnes de travailler avec nous, et ça généralement c'est de pair. Ceci dit, vous pouvez être un très très bon sales sans avoir cette vision globalement du produit, c'est-à-dire que dans des boîtes un petit peu plus importantes que Lead Studio, mais de 50 personnes, vous allez avoir des head of sales, des personnes qui sont capables de prendre des produits le plus pourris possible, même s'ils le sont, et d'en faire des diamants et de donner envie à des personnes de l'acheter ou à d'autres de rejoindre l'aventure. Des bons sales, je pense que là pour le coup il y en a un paquet, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Qui mieux que Jordan Belfort, notamment pour la partie vente, sales, conviction d'un produit, même s'il vendait globalement de la merde. Comment est-ce qu'en ayant des compétences sales, une maîtrise parfaite de la psychologie humaine, des biais humains, arrive à faire exploser une boîte qui globalement n'a pas vraiment de vision, on peut le dire, quand il était à la tête de Stratton Oakmont. En revanche, je pense que c'était un visionnaire avec ses équipes, certes, mais surtout un excellent sales, et voilà pourquoi ces compétences-là sont évidemment extrêmement importantes. Le troisième, c'est le fameux opérateur. L'opérateur, c'est celui qui va être capable de construire le navire et justement d'arriver une fois que le Lego commence à prendre forme, à le structurer de manière à ce qu'une fois que vous êtes arrivé au bout de votre tyrannosaure, quand il s'agit de le faire marcher, qui s'éclate pas, quoi. L'opérateur, c'est celui qui va globalement structurer tout le chaos que le visionnaire apporte. Et c'est là où généralement il y a pas mal d'écueils, parce que c'est très très rare d'avoir en une seule et même personne quelqu'un qui est à la fois excellent visionnaire et excellent opérateur. Le visionnaire, de base, il va évoluer dans un environnement de chaos. Il a besoin de chaos, il a besoin de liberté, il a besoin... en fait, il va détester la contrainte, il va détester tout ce qui est le process, etc. Parce que c'est typiquement ce qui va l'empêcher de générer du chaos, de tester des choses et d'avoir cette vision et le drive pour sa boîte. Pareil, plus le sales va vendre avec toutes ces techniques le produit, plus il va, pareil, détester tout ce qui est cadre, etc. Ceci dit, le cadre est essentiel, puisque, évidemment, plus vous allez grandir, plus vous allez, entre guillemets, onboarder des personnes pour faire vivre votre projet, plus l'information a besoin d'être partagée de manière intelligente, claire, distincte, et ne pas se perdre, et que la manière dont on va manager une équipe de 4 personnes versus la manière dont on va manager une équipe de 50 personnes n'est pas la même, évidemment, et qu'il y a un moment, il faut des cadres. Et il n'y a globalement à l'échelle humaine aucune société, aucune entreprise qui s'est développée, je pense, à globalement plus de 10 personnes sans avoir de très très grandes capacités d'opérateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que autant une boîte au démarrage ne peut pas prétendre survivre et exceller sans de très bonnes compétences sales et visionnaires, en revanche, qu'est-ce qui va démarquer et qu'est-ce qui va permettre à une boîte de survivre sur le long terme? Ça va être sa capacité à avoir une meilleure exécution que ses concurrents et donc à faire preuve de capacité d'opérateur absolument exceptionnelle pour organiser tout le chaos généré par les sales, enfin les compétences sales de la boîte et les compétences de visionnaire, de chaos, justement du visionnaire. Alors c'est intéressant de voir aussi sur les top boîtes en fait qu'on a aujourd'hui, comment sont structurées les boîtes. Si vous regardez, c'est pas pour rien que dans les GAFA par exemple, si je prends Microsoft ou Google, en fait les fondateurs, les visionnaires,
sont tous partis. Ils sont tous partis. Bill Gates chez Microsoft, quand il s'agissait de créer tout ce qui est le système d'exploitation, Windows, etc., il l'a fait parfaitement. Et puis après, il s'est petit à petit retiré du rôle de directeur général. Aujourd'hui, il me semble que c'est Satya Nadella qui est à la tête de Microsoft. Il n'y a plus besoin de Bill Gates. Pourquoi ? Parce que Microsoft a atteint déjà une telle taille critique que maintenant, l'enjeu de Microsoft, pour le moment en tout cas, ça va être d'arriver à être un meilleur opérateur que les autres. Et donc, il a davantage besoin de compétences opérateurs que de compétences visionnaires. Apple, depuis la mort de Steve Jobs, notre cher Tim Cook, on voit à quel point c'est un excellent opérateur, puisqu'il a réussi globalement à, je sais pas combien il a fait, x3, x4, x10 sur la valorisation et les bénéfices d'Apple depuis que Steve Jobs est mort. En revanche, Apple n'a absolument rien inventé depuis la mort de Steve Jobs. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte qui aujourd'hui n'a plus du tout de compétences visionnaires. Ils sont très très bons sales évidemment, ils sont très très bons opérateurs, mais visionnaires, ils sont à zéro. Et c'est là où globalement aujourd'hui, si on regarde un petit peu le cours de bourse d'Apple, c'est une boîte sur laquelle beaucoup d'investisseurs commencent à se poser des questions, notamment Warren Buffett, qui a vendu des positions alors que depuis des années il tient le discours que en gros la meilleure période de détention d'Apple c'est forever quoi. Donc là il est en train de changer de paradigme. Pourquoi ? Parce que il a le sentiment qu'aujourd'hui Apple aurait besoin de davantage de compétences de visionnaire pour voir quel sera le next big thing, et qu'il y a quand même des chances que cette boîte se fasse renverser, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des IA génératives, etc., par des acteurs pour lesquels la compétence de visionnaire est beaucoup plus omniprésente et donc ils ne soient pas capables de se renouveler. En revanche, si on prend je pense, Meta. On l'a vu avec justement le fait qu'il se soit rappelé, qu'il se soit rebrandé vers le métaverse. Clairement, Zuckerberg, c'est un visionnaire, mais ce que je trouve exceptionnel avec Zuckerberg, c'est probablement un des top fondateurs, je pense, des GAFA, c'est que lui, il a les trois. C'est un très très bon sales. Il a fait des études dans sa jeunesse de comportement humain. Il connaît parfaitement le fonctionnement humain, donc il sait comment vendre un produit, quel biais psychologique, quel biais cognitif utiliser pour rendre globalement Meta, Instagram, etc. de manière totalement addictive. C'est un excellent opérateur puisque, encore une fois, il est à la tête de sa boîte et il continue de le prouver au quotidien, malgré les tumultes qu'il a pu connaître en 2021-2022, que c'est un excellent fondateur et qui sait également faire preuve de compétences exceptionnelles en tant qu'opérateur. Et puis visionnaire, c'est le fondateur de base, donc évidemment, il n'y a pas de bon fondateur qui ne soit pas visionnaire. Tout ça pour vous dire que globalement, en fait, ces trois compétences-là, c'est un vrai triptyque qu'il faut toujours avoir en tête et je pense réévaluer pour savoir à quel moment vous avez besoin de ces trois compétences et à quel moment votre boîte a plus ou moins besoin d'une ou l'autre. En ce qui nous concerne, donc du coup Lead Studio, globalement en 2023, on était encore en pleine phase d'accélération, donc qu'est-ce qu'il fallait principalement ? Globalement, c'était du sales et du visionnaire. Lucie avait ce rôle opérateur. Le fait qu'elle soit partie, clairement, n'a pas impacté la boîte en termes de survie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les compétences les plus importantes qu'il fallait pour réussir dans la lead gen en 2023, c'était surtout des compétences sales, des compétences visionnaires, avec notre volonté, en tout cas d'un point de vue lead gen, de proposer une autre voie, à savoir qu'on peut travailler en pleine confiance, en toute transparence, apporter des leads de qualité à nos clients, avec évidemment une vitesse d'itération et d'exécution, en tout cas j'en ai le sentiment, extrêmement intense, et bien évidemment en allant travailler sur les leviers les plus compliqués mais aussi les plus qualitatifs, à savoir le social ads et Google Ads, et prouver qu'on peut créer une agence rentable en utilisant exclusivement ces leviers-là et pas des leviers sur lesquels évidemment le coût d'acquisition est plus bas, tel que du mailing ou autre. Bref. Aujourd'hui, on en est à un moment où, globalement, il va falloir plus de compétences operating, puisque Lead Studio a atteint cette voie où les partenariats sont faits, le savoir-faire, la vision a été décrite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est, pour qu'on arrive globalement à 50 millions, il va falloir qu'on ait un cadre et qu'on ait un plan du Lego qui soit aux petits oignons, parce qu'on évolue dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement intense, extrêmement exigeant, et que si, à partir du moment où il y a plus de personnes dans la boîte, on n'a pas des règles, des process et toute une partie opérateur qui est parfaitement bien rodée, on risque d'avoir des problèmes et d'exploser en vol. Si on regarde globalement d'ailleurs au niveau de notre marché en termes de lead gen, quand je discute avec pas mal de fondateurs, beaucoup ont cette vision très visionnaire et sales, mais pourquoi est-ce que la durée de vie en lead gen est assez faible aussi ? C'est parce qu'il y a très rarement en fait des personnes en lead gen qui ont cette capacité opérateur. Donc ça, j'en ai conscience, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas je le sais,
Pour réussir sur Lead Studio, mon point le plus important, c'est de m'entourer de personnes qui ont un gros trait d'opérateur et qui vont être capables, par rapport à tout le chaos que moi, en tant que fondateur, je peux apporter dans cette boîte, avec toutes les bonnes idées et les mauvaises idées, qui vont arriver à digérer toutes ces informations et en faire en sorte que le navire reste insubmersible. Et ça, depuis que j'ai ça en tête, clairement, ça permet d'avoir déjà une bien meilleure grille de lecture sur ce qu'il faut en interne, vers quoi, évidemment, connaître ses forces et ses faiblesses, c'est essentiel. Se freiner aussi, parfois, sur certains projets, notamment sur le premier quarter 2024, une des top exigences qu'on s'était mise à l'ordre, sur les 3 mois à Lead Studio, c'était pour le moment on ne va rien créer de plus, on va simplement s'assurer que les marchés sur lesquels on est déjà existant, on ait une exécution qui soit parfaite. Et ça demande des compétences opérateurs. Donc ça demande notamment aux compétences sales d'être extrêmement au clair sur le type de contrat qu'il peut ramener versus ceux qui vont créer du chaos, et aux visionnaires, donc à moi, de savoir absolument dire non la plupart du temps pour éviter justement de créer du chaos et laisser le temps aux compétences opérateurs d'exercer leur talent, leur savoir-faire pour construire le navire. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, entre guillemets, il faut que les 3 soient, encore une fois, présentes à tout moment dans la boîte. Il y a des boîtes qui survivent très bien en n'ayant qu'une seule ou 2 des 3. En revanche, c'est important de toujours réévaluer, je pense, sa boîte dans les moments de sa vie, évidemment, en fonction des objectifs que vous fixez pour votre boîte, quelles sont les compétences à l'instant T pour lesquelles vous avez le plus besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un enjeu de structuration, vous avez un market fit, un product market fit, globalement, vous êtes en croissance, mais là, vous avez besoin maintenant de mettre de l'ordre. Dans ce cas-là, ce sont des opérateurs qu'il vous faut avec vous. Donc, dans les recrutements que vous aurez à décider, il va falloir vraiment regarder quelles sont les personnes qui sont structurées, qui sont capables de créer des process, qui vont avoir des visions cadrantes, qui sont pas forcément les plus créatifs de la planète, qui sont pas les plus entreprenants, mais qui sont capables de structurer des projets. Si votre entreprise stagne, globalement que vous avez atteint un plateau, en fait, là il va falloir justement créer du chaos, donc il va falloir essayer de recruter des personnes qui vont pouvoir vous apporter du chaos, que ce soit des sales, des compétences sales qui vont apporter beaucoup de choses, ou vous entourer de compétences de personnes ultra créatives qui vont venir encore une fois peut-être apporter plus de compétences visionnaires à votre boîte. Et il va falloir aussi casser des chaînes peut-être un peu trop imposantes que vous êtes mises pour créer la structure de votre bateau. Et c'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des process, plus je discute avec des fondateurs d'entreprise, plus je vois que parfois il y a des boîtes qui sont, vous savez, ils ont des boulets aux pieds puisqu'ils sont beaucoup moins agiles, ils ont des teams qui ne peuvent plus bouger à cause de certains process, et donc du coup ça vous coince absolument. Et dans un environnement notamment de lead gen où finalement le marché évolue tous les 2 mois, ce qu'on faisait il y a 2 mois n'est plus ce qu'on fait aujourd'hui et ne sera pas ce qu'on fait dans 2 mois, tout l'enjeu du fondateur, ou en tout cas des fondateurs, c'est d'être capable d'être extrêmement agile aussi autour de ses compétences, de ne jamais s'enfermer dans l'une de l'autre, et surtout de pouvoir venir piocher dans ces 3 compétences rapidement et pouvoir alterner rapidement entre les 3. Et ça, je pense que c'est très difficile, et c'est pour ça que entreprendre c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais ceci dit, à la lecture, je pense, de ce triptyque, ça devrait vous permettre de prendre des meilleures décisions et de toujours garder en tête que peut-être que si vous mettez un petit peu trop de compétences sales un moment, ou un peu trop de compétences visionnaires, ça peut être un risque de mort imminente pour vous, parce que vous allez créer beaucoup trop de chaos. Au contraire, si vous avez encore une fois trop de compétences opérateurs, vous allez créer beaucoup trop de rigidité dans votre boîte, et si vous êtes sur des marchés qui évoluent extrêmement vite comme nous, eh bien évidemment ça devient très difficile. Et encore une fois, je prends l'exemple d'Apple qui aujourd'hui, en tout cas ce qui me choque, c'est qu'ils sont incapables pour le moment, après je ne suis pas dans les petits papiers évidemment, mais de prendre le tournant IA, j'ai l'impression. Ils sont extrêmement bons opérateurs, peut-être un peu trop, et évidemment le futur d'Apple à 5 ou 10 ans est questionnable et contestable dans la mesure où il y a beaucoup d'acteurs qui vont arriver avec de très très grosses compétences sales et visionnaires et qui peuvent clairement bousculer ce monopole. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense dans l'histoire des boîtes à succès, la raison principale des boîtes pour lesquelles elles ont fait faillite et elles se sont écrasées, puis on regarde ça avec ce triptyque là, plus on se rend compte que ce sont souvent des boîtes qui ont trop mis en avant les compétences opérateurs versus les compétences sales et les compétences visionnaires. Je prends un des exemples les plus fameux qui est évidemment l'exemple de Kodak, qui avait globalement un monopole à la fin des années 90 sur tout ce qui est photo multimédia, qui n'a pas vu l'arrivée du digital, de la fin globalement des pellicules telles qu'on les connaissait, l'arrivée de la photographie digitale,
Ils n'avaient pas la compétence sales, ils n'avaient pas la compétence visionnaire pour affronter ça. Ils sont restés évidemment d'extrêmement bons opérateurs sur un marché qui était voué à mourir. Et donc ils se sont plantés. Pareil sur évidemment BlackBerry, Nokia, etc. Au moment de l'arrivée des smartphones qui n'ont pas vu le tournant imposé par Apple et qui se sont globalement fait engloutir par le marché des smartphones. Voilà, petit partage d'expérience qui j'espère vous a plu. Je suis curieux de savoir quelles sont les compétences que vous avez aujourd'hui là qui vous manquent. Partagez-moi aussi si ces réflexions que je vous ai données dans cette vidéo vous amènent à vous poser aussi des questions. Bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon courage pour la structuration de votre boîte et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!